que ce terme est dans notre langue, mais nos ancêtres ne se sont jamais identifiés pour se dissocier des autres en tant que Bantou. Juste, tu peux me dire un peu plus sur William Blake? Je t'ai mis un truc là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, William Blake est avec le missionnaire allemand William Sigmund Cole, qui le premier a procédé au regroupement des langues ouest-africaines, un pionnier du comparatisme linguistique en Afrique. En 1859, il pose les bases de la bantouistique, ou science des langues bantoues. Donc c'est ce monsieur-là. Il nous a appelés Bantou, mais il aurait pu nous appeler Coca-Cola. D'accord? Et aujourd'hui, on serait fiers de s'appeler Coca-Cola. Parce que les Occidentaux, en fait, quand ils sont venus chez nous, ils nous ont toujours donné des noms comme ça à la va-vite. Là, on a un peu la chance parce qu'il a utilisé un nom qui est dans notre langue, mais il ne désigne pas une race. Il désigne un groupe linguistique. Vous me suivez ou pas? C'est comme si on disait les francophones. Quand on dit francophone, c'est pas une race. Ça veut dire que moi, je suis francophone, mais pourtant, je n'ai rien à voir culturellement avec la France. Un Canadien, c'est pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on dit Bantou, c'est uniquement sur le point linguistique. Ok? On va aller plus loin. Si vous allez dans Nation Agriculture, vous allez à la page 366, Cheikh Anta Diop, il est clair là-dessus que les Bantous, en fait, sont venus plus tard et que les premiers habitants à habiter cet endroit, c'était les Pygmées. Donc les Bantous, les personnes à grande taille sont venues plus tard, se mêler aux autochtones, non, qui sont les Pygmées. Ok? Vous achetez Nation Agriculture, je vous ai mis la page pour approfondir vos recherches. On poursuit. Donc à la base, il y a ces Pygmées, mais Pygmées, ce n'est pas leur nom. Donc, nous, on va les appeler les Batois. Okay? Donc ce sont eux les autochtones de cet endroit-là. Ensuite, concernant les peuples dits Bantous, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, pour nos histoires à nous, je vais utiliser nos spécialistes. Et pour les histoires des autres, j'utiliserai leurs spécialistes. Je pense que les Africains sont mieux placés pour parler de leur continent. Quelqu'un connaît ce monsieur? Non. Alors, il s'appelle Augustin Hall. C'est un archéologue, anthropologue, préhistorien, spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Donc, j'ai mis un lien où vous pouvez voir, parce qu'il a fait une conférence là-dessus, et ça sera intéressant. Quoi qu'il en soit, d'après les nouvelles recherches, on sait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème climatique vers entre 3000 et 2500 ans, et ça va provoquer une fragmentation de la forêt. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que ça va entamer l'expansion de ces proto-bantous, ceux qui vont devenir les bantous. Okay? Je passe. Pour l'instant, là, on fait un peu de culture générale, mais après, on va approfondir. Voici son livre pour approfondir sur les recherches. Là, nous avons Théophile Obenga, j'espère que vous le connaissez. C'est un grand monsieur qui a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Et lui, en fait, il est catégorique. Pour lui, le foyer des Bantous se trouve au Cameroun. Okay? Ça veut dire que ces proto-Bantous viennent du Cameroun. Okay? Vous essayez de me suivre ou pas? Ok. Donc là, je vous ai mis ces travaux pour les gens qui veulent approfondir. Je vous ai mis 2 livres concernant ces travaux. Donc voilà l'expansion des Bantous, comment ça va se passer. D'accord? Ensuite, ici, vous avez des travaux, il y a un gros projet qui s'appelle Congo King. Donc c'est des travaux d'archéologie sur le terrain pour voir pour en savoir un peu plus sur le sol congolais. Je vous invite il y a 2 volumes, je pense. Le livre, il doit coûter 100 €. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion, en fait. Alors, l'auteur dit à en juger par les niveaux à céramique et par les fosses, les villages se sont installés sur le littoral atlantique du Congo après 790 avant Jésus-Christ. J'ai pas compris. Avant 790 avant Jésus-Christ. Ok. C'est probablement aussi le cas dans le centre de la province du Congo central en RDC après 425 avant Jésus-Christ. Et dans le nord de l'Angola. Donc, vous voyez, c'est des périodes très très récentes dans l'histoire. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Je vous parle des premiers villages, ok, au Congo. Donc, c'est très récent. Et là, je ne parle pas du royaume Congo, je vous parle des premières installations de villages. Ensuite, le royaume Congo en lui-même, il faut voir son développement à partir du 7e, entre le 7e et le 15e siècle. Donc, c'est-à-dire que
bien après l'époque de l'Égypte, bien après les Grecs, bien après les Romains. Voilà, donc c'est très récent dans l'histoire. Et lorsque nous parlons du royaume Congo, moi je pensais dans mon ignorance qu'en fait, quand on dit oui, le royaume Congo regroupait le Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, l'Angola et tout ça, j'avais l'impression que c'était l'ensemble des pays, mais c'est juste des portions en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que là, par exemple, pour le Congo, ce n'est pas la totalité du Congo, c'est juste des portions. Vous voyez un peu la carte là? Vous voyez? C'est juste une portion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui font un peu de la gymnastique sur Internet, ils utilisent l'os d'Ishango, vous voyez? L'os d'Ishango est à la frontière du Rwanda, de l'Ouganda et du Congo, donc bien ici. Et ils disent, vu que l'os d'Ishango date d'à peu près 20 000 ans, donc ça veut dire que le royaume Congo est ancien. Vous voyez ce qu'ils font? Alors que le royaume Congo, en tout cas dans le tracé de nos ancêtres, ne comprenait pas cette partie-là. Vous voyez? Ça c'est le cadeau des Belges. C'est-à-dire dans leur tracé, ils ont inclus ça. Okay? Mais nos ancêtres, cette partie-là, le royaume Congo n'allait pas jusque là-bas. C'est ça que je veux essayer de vous dire. Donc il faut qu'on arrête de faire ce bricolage-là. Voilà. Ces personnes-là n'étaient pas des Congolais. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas encore de royaume Congo. Ces gens ne se sont jamais dit que c'est des Congos, ne parlaient pas cette langue-là. Donc il faut qu'on soit un peu modeste quand on parle. Donc voilà. Donc Bantou ici, c'est un terme trop récent pour pouvoir dire que ce sont nous les vrais Hébreux. C'est trop récent parce que ça ne remonte pas à l'époque biblique. Est-ce que ce que je viens de faire là, vous n'êtes pas convaincu ou je dois encore démontrer encore? Parce que si on loupe là, pour le reste, c'est mort. On a compris ici ou pas? Bon, c'est clair, hein? Je vous ai donné les références, je vous ai donné des livres, des travaux d'archéologie pour voir ceux qui ont creusé, ceux qu'ils ont trouvé, tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Donc ça, c'est votre petit devoir à la maison. Donc je passe. Ensuite, nous allons parler du terme juif, parce que c'est le terme qu'ils utilisent. La question, c'est de savoir, est-ce que les gens de cette époque-là se disaient juifs ou hébreux? La réponse, d'après les spécialistes, c'est non. Okay? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des chercheurs qui se connaît bien sur ce domaine, c'est Thomas Romer. Il est professeur de l'Ancien Testament à la faculté de théologie et religion à Lausanne, en Suisse. Et ce que tu dis, tu peux aller à la page 20 de son livre, que je vous conseille fortement, qui s'appelle L'invention de Dieu. Les livres que je mets, il faudrait les acheter et les étudier, d'accord? C'est très très important pour vos recherches. On ne peut parler de juif ou de judaïsme avant l'époque perse. Je n'ai pas entendu. On ne peut quoi? On ne peut parler de juif ou de judaïsme avant l'époque perse. Vous avez entendu? Attendez, il faut que les gens entendent bien. Donc, vous ne pouvez pas parler de juif et de judaïsme avant l'époque perse. Vous me suivez? Après, la personne dit quoi après? Voire avant l'époque hellénistique. Bloque là un peu. Donc, voire avant que les Grecs arrivent, vous ne pouvez pas dire que ces gens-là étaient des Juifs. Qu'on soit bien clair. Ok? Continue, Didier. Car c'est seulement vers le IVe siècle que se met en place un système religieux qui ressemble à ceux que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de judaïsme. Il faut donc éviter de parler de juifs ou de judaïsme pour des périodes antérieures pour lesquelles il convient d'utiliser des termes comme israélite ou judéen. Ok. Donc, avant l'arrivée des Grecs, vous ne pouvez pas parler de juifs. Donc, parce qu'ici, il y a un problème. On ne peut pas se dire qu'on est des juifs bantous alors que le terme n'existait pas, alors que ces peuples sont venus bien après. Ça s'appelle un anachronisme. Lorsqu'on parle de la période grecque, c'est à peu près 331, moins 331. C'est ça la période grecque. Ok? Et vous ne pouvez pas parler de juifs avant ça. C'est pas possible. Donc quand on dit que ceux qui argumentent en disant que ce sont eux les vrais Israélites, ça ne tient pas. Parce qu'on voit bien que le royaume Congo, il est récent. Et que les migrations de ces gens-là, c'est aussi récent. Parce que nos frères, quand ils parlent de ces histoires-là, voilà ce qu'ils font. Ils font de la gymnastique. Ils passent d'un verset à un autre, et ils essaient de bricoler quelque chose. Nous, on va faire mieux. D'accord? Le problème, comme ils utilisent la Bible, eh ben, ce qu'on doit faire, nous, c'est de voir si ce que dit la Bible est vrai. Ok? Mais il faut qu'on soit d'accord sur deux notions. La première, c'est la vérité. Je veux qu'on soit tous d'accord sur la définition de qu'est-ce que c'est que la vérité. Ok? On va lire ensemble, on va répéter ensemble. Pourquoi je fais ça? Vous savez, l'aliénation, elle a été faite à force de répéter. On va à l'église, on répète les mêmes conneries, dimanche tu vas, tu répètes, et à force, ça rentre. Donc, pour pouvoir enlever certaines conneries, il y a des choses qu'on doit répéter comme à l'école. Il ne faut pas qu'on se vexe.
Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont plus âgés. Mais il faut qu'on fasse ça. Ok? Je vais le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité et la conformité. Vous allez répéter après moi. La vérité et la conformité. La vérité et la conformité D'un récit avec un fait. d'un récit avec un fait. On est d'accord avec cette définition-là? Ok? Donc, tant que les faits ne sont pas conformes au récit, ça veut dire que c'est quoi? C'est un mensonge. Ok? Parce que moi, je vais confronter la Bible aux faits. Donc, si les faits, ça ne colle pas avec le récit, on va dire que c'est un mensonge. On ne va pas négocier. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? Vous allez répéter aussi avec moi. Le mensonge est une affirmation contraire Le mensonge est une affirmation contraire à la vérité à la vérité dans l'intention de tromper. dans l'intention de tromper. Ok? On est d'accord là-dessus ou pas? Il n'y a pas de entre les deux. Hein. C'est soit c'est vérité, c'est soit c'est mensonge. Mais le mensonge, c'est qu'il y a un petit bonus dans l'intérêt de tromper. Ok? Voilà. Donc là, on va voir ce qu'il y a dedans et on va confronter ça par rapport aux faits. La première des choses, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'Abraham. Parce que sans lui, vous n'avez pas Jacob. Si vous n'avez pas Jacob, vous n'avez pas Israël. Si vous n'avez pas Israël, vous n'avez pas les 12 tribus. Si vous n'avez pas les 12 tribus, vous ne pouvez pas avoir David, vous ne pouvez pas avoir Jésus, vous ne pouvez pas avoir de Mahomet. Ok? Donc ici, si on détruit ce personnage, tout s'écroule. Alors, en général, quand vous discutez avec eux, pour justifier leur négritude, ils vont vous montrer ça. Ils vont dire qu'Abraham sort d'où? Ils vont dire que de la Mésopotamie. C'est ce qu'on sort. Et on va vous montrer ce genre de photos-là. Vous avez déjà vu, non? Les Babyloniens noirs, là. Hein? Et eux, ils vont dire, non, mais c'est nous, on vient de là-bas, donc on est des Noirs, après on est descendus en Afrique. Ça va être des arguments comme ça. Hein, pas vrai? Bon, ici, le fait qu'ils soient noirs, c'est même pas un argument parce que vous savez, ici vous avez la carte des peuples indigènes et vous voyez ici tout là, ce sont des noirs. Ok? Les occidentaux, vous les voyez que ici, à cet endroit-là. Tout le reste, je parle des indigènes, je parle des autochtones. Je ne parle pas des peuples actuels. Donc, ici, c'est des noirs qu'on trouve. Ici, dans tout le continent, c'est des noirs avec différentes variantes. Ici, c'est des noirs. Ici, c'est des noirs. Ok? Donc, le fait que Mésopotamie, à l'époque, il y ait des noirs, ce n'est pas une exclusivité. Ok? C'est pas un problème. Ça devrait pas. La question, c'est de savoir si ces noirs ont défendu les intérêts des Africains. C'est ça la question. Parce que être noir, c'est bien, mais tous les noirs ne sont pas des Africains. Et tous les noirs ne défendent pas les intérêts des Africains. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'histoire de noirs. Est-ce que ce que je dis, ça tient ou pas? Ok. Donc, ici, parce qu'il y a des gens qui aiment bien voir des noirs partout. Moi, je vais vous en donner des noirs. En Australie, ça, c'est des noirs. Sont-ils des Africains? Soyons juste logiques. Lui, là, est-ce que c'est un Africain? Mais pourtant, c'est un noir. Pas vrai? Un Australien. Moi, je vais vous en donner des noirs, parce que les gens aiment bien des noirs. En Indonésie, il y a des noirs. D'accord? Est-ce que c'est un Africain? Non. Moi, je réponds à votre place. Malaisie, et je peux continuer comme ça. Tout ça, c'est des noirs que vous trouvez. Philippines, des noirs. En voilà. Thaïlande, pareil. Ok? Donc, je peux continuer. Inde, des noirs. Ok? Pakistan, il ne faut même pas être étonné. Des noirs. Donc, après, si vous en voulez, vous avez les travaux de Ronoukou Rachidi. Vous allez vous documenter, parce que lui, c'est son métier, en fait. Ok? Si vous en voulez des noirs. Tout ça pour dire qu'ici il y avait des noirs, donc ça veut dire que c'est nous, c'est trop facile. Ça c'est des bêtises. Ok? Quoi qu'il en soit, concernant la Mésopotamie, parce que c'est l'argument qui tienne, ici vous avez les travaux d'un assyriologue, directeur du département des langues du Proche-Orient, Université de Californie, Berkeley. Donc voilà ce qu'il dit concernant la Mésopotamie. La Mésopotamie, dans l'Antiquité, est un espace plus restreint que celui pour lequel il est employé à l'époque moderne, puisque son emploi est limité à désigner un espace situé entre le Tigre et l'Euphrate, au nord de Babylone, jusqu'au confort de Tarus, excluant donc, quelqu'un peut dire pour moi ici ce qui est marqué là? D'accord? Donc, la Mésopotamie et Babylone, ce n'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà la carte. Ici, vous avez la Mésopotamie, et là, vous avez Babylone. Et lui, d'après la Bible, il vient de Our, et Our, c'est ici. Ok? Donc, ce n'est pas en Mésopotamie. Vous me suivez ou pas? Parce qu'au départ, les gens qui argumentent disent qu'Abraham vient de la Mésopotamie. Sauf que nous, maintenant, on vient de s'apercevoir que la Mésopotamie, c'est juste cet endroit, et que Babylone, ça exclut Babylone. Ensuite, ils ont dit qu'il vient de Our. Ça, c'est d'après la Bible.
Moi, je ne suis pas un spécialiste. Ce monsieur s'appelle Richard S. Je vous ai donné le nom. Donc lui, il est professeur de l'Ancien Testament et des langues sémitiques. Donc lui, c'est quelqu'un qui sait son travail. Okay? D'après lui, c'est un anachronisme de parler d'Our en Chaldée. Pourquoi? Parce que les Chaldéens n'apparaissent en Mésopotamie que longtemps après les patriarches, soit 4 siècles avant Jésus fictif. Donc vous ne pouvez pas parler de Mésopotamie 400 ans avant Jésus. Vous me suivez? Donc lorsque la Bible dit qu'il y avait Our, qu'Abraham venait de Our, c'est un mensonge. Ok? C'est un mensonge. Je vous ai mis le livre, je vous ai mis la page d'à côté, je vous ai mis le prix du livre, d'accord? Comme ça, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses, quand on met ça, c'est pas pour les nègres. Hein. D'accord? Ça, quand on fait ça, c'est pas pour les nègres. Ça, c'est pour les gens qui font des recherches réservées dans leur milieu. Donc, vous avez le livre, je vous ai mis, c'est sur Amazon. Si vous n'avez pas 1000 € à claquer pour un livre, voilà. Donc, bref. Donc, Abraham, maintenant, il a un problème. Puisqu'il ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir de là. Il ne peut pas venir de là. Il peut venir que de là-haut. Là, au moins, on peut être d'accord. Pourquoi? Ici, vous avez, en Turquie, vous avez un endroit qui s'appelle Urfa. En Turquie. Ok? Et comme par hasard, en Turquie, c'est là où se trouve le mont Ararat. Vous connaissez le mont Ararat? Lorsqu'il y a eu le déluge et que le bateau de Noé va s'échouer. Il va s'échouer en Turquie. Ok? Donc, techniquement, les ancêtres de ce monsieur-là viennent de Turquie. Si on est logique avec la Bible. D'accord? Les ancêtres de ce monsieur viennent de Turquie. Ok? Moi, je ne suis pas turc. Donc après, pour ceux qui se disent hébreux, machin, nos ancêtres n'étaient pas des Turcs. Déjà, quand on voit dans la Bible, déjà eux-mêmes se dissocient des Africains parce que quand vous voyez la table des nations, ils disent qu'il y a la descendance de Cham et nous savons que parmi la descendance de Cham, vous avez l'Égypte. Vous connaissez un peu, non? Hein, l'Égypte. Et eux-mêmes se dissocient de Canaan. Ceux qui vont devenir des Israélites ne sortent pas de Canaan, ils sortent de Sem. Donc techniquement, déjà, eux, ce sont des étrangers. Ils ne viennent pas de cette partie-là, puisque la Bible vous le dit. Donc techniquement, ils ne peuvent même pas être bantous. C'est cohérent ce que je dis ou pas? Hein? Ok. Je progresse. Bon, maintenant, nous allons voir un peu les anachronismes. Si vous allez dans la Bible, on va dire qu'Abraham se déplaçait avec des chameaux. On a eu un peu de chance parce qu'ils auraient pu dire qu'Abraham avait un iPhone 6. Ouais, c'est ça qu'on appelle un anachronisme. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais laissons les spécialistes en parler. Là, vous avez Israël Finkelstein, d'accord? Lorsque vous parlez d'archéologie, si vous ne sortez pas son nom, pour moi, vous dites n'importe quoi. Ok? Alors lui, il est directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv. On n'a pas dit Saint-Denis, on n'a pas dit Paris, Tel Aviv, donc c'est le mec qui est sur le terrain. Ok? Et lui, concernant cette histoire de dromadaire, il dit que le dromadaire ne fut pas domestiqué avant le 2e millénaire. Et il commençait à être couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient que bien après l'an 1000. Donc avant cette période-là, pas de dromadaire. Ok? Quand on vous dit que David, dromadaire, c'est faux. Abraham, dromadaire, c'est faux. Parce que les dromadaires n'étaient pas encore, à l'époque, utilisés comme bête de somme. Ok? Là, on a maintenant un problème, parce que je vous ai dit c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge. Voici le livre, d'accord, la Bible dévoilée, achetez-le. Et si vous n'êtes pas d'accord, allez voir avec ce monsieur. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre encore des spécialistes. Parce que là, on va utiliser le carbone 14, on va utiliser l'ADN pour voir si ce que ce monsieur dit est vrai. Didier, à toi de jouer. Les experts disent, pour déterminer avec exactitude la date d'apparition des chameaux domestiques dans le sud du Levant, M.M. Sapir N. et Ben Youssef ont eu recours à la datation au radiocarbone et à d'autres techniques pour analyser les résultats de ces fouilles, et plusieurs d'autres réalisées dans la vallée. Lors de toutes les fouilles, ils ont découvert que les ossements de chameaux avaient été exhumés presque exclusivement dans des couches archéologiques datant du dernier tiers du Xe siècle avant notre ère, voire des siècles plus tard, après la vie des patriarches et les décennies après le royaume de David, selon la Bible. Ok. Voilà, donc ils vous disent que des décennies plus tard, après David. Donc c'est longtemps après. Donc lorsqu'on va parler de chameaux avant David, c'est du mytho. Ok? Donc, je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai dit sur la vérité? Qu'est-ce que j'ai dit sur le mensonge? Est-ce que c'est conforme aux faits? Parce que les faits ne nous disent pas ça.
On a dit que Abraham c'est Mésopotamie, c'est pas Mésopotamie. On a dit qu'Abraham c'est Our alors que cette ville n'existait pas encore à cette époque. On a dit que Abraham se trimballe avec des chameaux alors que les chameaux n'étaient pas domestiqués. Ça s'appelle des anachronismes. Ok? Ok? Et ça c'est un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce récit sur Abraham, c'est du mytho. C'est des livres qui ont été écrits récemment. Ok? Et je vais venir là-dessus tout à l'heure. Donc pour moi, tout ça c'est du mytho. Lorsque on demande aux spécialistes la question d'Abraham, de Jacob et toutes ces bêtises, parce que pour moi c'est des bêtises, eux ils disent, d'accord, que ce sont des figures de légende qui échappent à l'historien. En gros, ce monsieur en cravate, il est juste en train de vous dire que tout ça c'est des conneries. Ok? Il dit clairement que tout ça là, Abraham, Jacob, c'est des bêtises. Mais dans un langage poli. Ok? Moi j'emploie un langage cru, comme ça vous comprenez mieux. Les gens qui font de la gymnastique là pour trouver la vérité, c'est-à-dire qu'ils vont passer d'un verset à un autre verset, tout ça, c'est pas de la recherche. Ça c'est de l'amusement. Bricolage. C'est pas comme ça qu'on fait des recherches. C'est vraiment pénible. Je passe. Ensuite, puisque finalement il y a des gens qui aiment la Bible et que eux leurs arguments c'est la Bible, donc on va utiliser aussi un verset de la Bible. Il dit fais-moi plaisir. Lis-moi Galates 4:22. Galates 4:22 dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Attends. Qui parle? Celui qui parle, c'est... comment il s'appelle? C'est Paul de Tarse. Ok? Paul de Tarse, sans lui, vous n'avez pas le christianisme. Vous me suivez ou pas? Donc lui, là, ce qu'il dit là, il faut l'écouter. Et il dit que... pourquoi il commence? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Quand il dit la loi, il parle de la Torah. D'accord? Donc il demande aux gens, est-ce que vous n'avez pas entendu ce que dit la loi? Vas-y, poursuis. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, une de la femme esclave et un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ce sont des choses allégoriques. Vous avez entendu? Paul de Tarse vient de dire que ces choses sont allégoriques. C'est marqué dans la Bible. Quelqu'un sait ce que ça veut dire une allégorie? D'accord? C'est une image. En gros, que ce n'est pas historique. D'accord? Vous me suivez ou pas? Là, je vous ai mis l'archéologie, je vous ai mis les recherches sur l'ADN, le carbone 14, je vous ai même mis la Bible comme cadeau bonus. Ok? Donc pour Abraham, c'est mort. Je viens de détruire Abraham. Le problème, comme je viens de détruire Abraham, maintenant la Bible, elle ne vaut rien. Mais quoique, il y a encore des gens qui vont me dire, oui, mais tu ne lis pas la Bible, il faut, tu as mal interprété, tu n'as pas lu ça avec le Saint-Esprit. Ok, j'utilise encore la Bible. Parce que la Bible, elle est claire. Elle dit, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture. Donc, si on a dit que Abraham c'est une allégorie, tu n'interprètes pas. Parce que c'est marqué dans la Bible. Parce que les nègres aiment bien jouer. Ils aiment bien dire, non, tu ne lis pas ça. Là, on a dit, n'interprète pas. Donc, Abraham. Ok? Ok? Bon, là je viens de tuer Abraham. Donc comme je viens de tuer Abraham, tout le reste va s'écrouler. Ok? Parce que c'est lui en fait. On va attaquer Jacob, c'est son fils. Mais le problème c'est que le papa n'a pas existé, donc le fils ne peut pas exister. La première fois, pourquoi j'ai mis Jacob? Parce que c'est Jacob qui va devenir Israël, pas vrai? Il va combattre Dieu, apparemment, donc il y a une baston qui va se faire, et après, on va lui donner le nom de Israël. Le problème, c'est que la première fois qu'on entend parler de ce terme, Israël, dans la documentation, je ne vous parle pas de la Bible, la documentation des gens, des contemporains de l'époque, c'est une stèle égyptienne. Ok? Et cette stèle, elle date de moins 1210. Vous me suivez ou pas? Vous allez sur Internet, tapez la stèle de Merneptah. Ok? C'était un pharaon. Ok? Et ce pharaon décrit en fait un petit peuple, ce n'est même pas un peuple, c'était un petit groupe de personnes. On ne parle pas d'une nation,
on vous parle d'un petit groupe de personnes et les Égyptiens disent, d'accord, Israël est dévasté, sa semence n'est plus. En gros, on les a détruits. On ne parle pas d'une nation. Ce que les Égyptiens désignent comme Israël, c'est un petit groupe de personnes. Et ce petit groupe de personnes a été anéanti. Ici, on ne vous parle pas de royaume. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire qu'en moins 1200, il n'y a pas un pays qu'on appelle Israël avec un royaume, tout ça là. Il n'y a pas ça. Vous me suivez ou pas? Je n'ai pas besoin d'utiliser la Bible. Ici, j'utilise des documents diplomatiques kamites. Ça, c'est des documents diplomatiques. Et encore, je suis gentil hein, quand je vais revenir ici. Ici, je suis gentil parce que je fais une faveur à nos amis. Il faut savoir que le terme décrit Israël, là, les égyptologues ne sont pas d'accord là-dessus. Ok? Le problème, c'est que ces gens qui se disent israélites ou hébreux et tout ce que vous voulez, n'ont pas de preuve de leurs ancêtres. Donc, lorsqu'ils ont l'occasion de trouver un mot égyptien qui ressemble Kikraël ou Kraël ou quelque chose, ils s'attachent à ça en disant, eh voilà, c'est marqué. Donc ici, là, je fais une faveur. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était soi-disant les Israélites, ce n'est pas une nation, ça ne décrit pas une nation, ça décrit un groupe de personnes qui a été éliminé par les Égyptiens et vous avez la date. D'accord? Donc c'est très récent. Ok? Je passe. Voici le pharaon Nerneta et là vous voyez les captifs asiatiques. Ce ne sont pas les Africains. Je vais revenir là-dessus parce que là, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser la Bible. Je n'ai pas besoin de la Bible. Moi, je vais utiliser les documents africains. Parce que les Africains ont communiqué avec ces peuples du Levant et on a de la documentation sur eux. Donc, on va utiliser de la documentation africaine. Ensuite, tu peux aller à la page 20, s'il te plaît, de l'invention de Dieu, s'il te plaît. L'auteur dit à la page 20, le terme d'Israël a plusieurs significations. Vers 1210, avant l'ère chrétienne, il apparaît dans une inscription égyptienne où il évoque un groupe relativement important installé dans les montagnes d'Éphraïm. Entre le Xe siècle et 722, avant notre ère, il désigne un royaume dont la capitale est Samarie et qui n'inclut ni Jérusalem, ni d'autres territoires du sud de la Palestine. Cet Israël est mentionné aussi dans les textes assyriens et d'autres souvent on parle également du royaume du Nord. Ok. Donc maintenant l'Israël historique là, ça n'inclut pas tout ça là, qu'on nous fait croire. C'est juste ce petit bout de caca là, ici. Ok? Non, parce que nous les Noirs, on aime bien donner de la valeur à des choses que ça n'a pas de valeur. Ok? On veut échanger l'Égypte avec Israël. Donc Israël, c'est ça. Pas tout ça là. Ça c'est du mytho. Ok? On soit clair là-dessus. J'avance. Maintenant, comme j'ai dit, je vais utiliser la documentation africaine. Ok? L'Égypte était la puissance de l'époque. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour pouvoir confronter la Bible avec les faits, il faut qu'on puisse voir ce que disent les gens de l'époque, et en l'occurrence, la puissance de l'époque. Donc, ce sont les Égyptiens. Ok? Nous allons voir, est-ce que les Égyptiens connaissent un peuple qui s'appelle Israël? Parce que c'est pas possible si ces gens existaient forcément. Est-ce que ces gens, par exemple, il y a eu David qui a eu un royaume, forcément il a dû commercer avec les Africains, donc il doit y avoir des échanges, des lettres diplomatiques, ce genre de choses. On va voir ce qu'en pensent les Africains. Il y a un problème. C'est pas grave. Premièrement, concernant la documentation des Africains, ici vous avez le terme, vous avez le Médounéter pour pouvoir décrire cet endroit qu'on appelle nous Canaan et aujourd'hui qu'on appelle Israël, la Palestine et tout ça. D'accord? Donc ça se prononce Retenu. Ok? En tout cas, vous avez le glyphe ici. Donc là, je parle aux gens qui font les Médounéter. En 931, vous avez le pharaon Shoshank. Et ici, vous avez une grande stèle. Ici, vous avez Amon. Et vous le voyez en train de traîner. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais essayer de zoomer. Ces personnages-là. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle des cartouches. Et au-dessus, vous avez des personnages barbus. Vous voyez ou pas? Hein? Ok. Ici, on est en quoi? J'ai dit, on est en moins 900. Ok, à peu près. Et ce que vous voyez, en fait, si vous voulez, ce sont les royaumes conquis de cette partie qu'on appelle Israël aujourd'hui. Donc les Égyptiens dominent là-bas, et comment ils étaient. Donc vous voyez là,
ici, ça correspond à tous les petits rois qui sont ici à cet endroit. Tout ça. Premièrement, vous voyez qu'aucun de ces rois, ou en tout cas ne dirige un pays qui s'appelle Israël. Ça n'apparaît pas dans la carte. Vous avez peut-être Gaza, mais tous les restes de noms là, il n'y a pas Israël, il n'y a pas Palestine, il n'y a pas tout ça. Premièrement. Deuxièmement, les personnages qu'ils ont décrits ne ressemblent pas à des Africains. Parce que là, si vous dites-moi que c'est un Africain. Peut-être que moi je ne vois pas bien. Parce que les Africains dans l'histoire ne portent pas la barbe. Ok? Les Africains portent le bouc. Et le bouc, c'est pas tout le monde, c'est pas une mode, c'est uniquement les rois, les initiés qui portent le bouc. Même au Congo, dans le royaume Congo, c'est pas tout le monde qui portait la barbe, c'est uniquement les initiés et les rois. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble. Parce que pour moi là, c'est pas un Africain. Ok? C'est pas un Africain. Les Africains savaient bien se dessiner. Ok, là vous avez, je vous ai mis plusieurs façons que les Égyptiens utilisaient pour pouvoir décrire les Africains. Qu'ils soient égyptiens ou pas égyptiens, ils savaient décrire les noirs. Ok, je vous ai mis plusieurs comparaisons. Ok, même quand ils sont rouges, vous les voyez là. Donc les Égyptiens savaient bien décrire ce qu'ils voyaient. D'accord? Mais ils ont décrit ces gens-là de la Palestine comme ça. Et là, on est en moins 900. Vous me suivez ou pas? Donc en moins 900, il n'y a pas d'Africains là-bas, il n'y a pas de Noirs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des Noirs. Il y avait des Noirs. Cette terre appartenait à des Noirs. Sauf qu'à partir de cette époque-là, nous sommes soit minoritaires, soit on est minoritaire, soit c'est peuplé que de ces gens-là dont on va voir à peu près tout petit d'où ils viennent. Sur la même fresque, vous voyez qu'eux-mêmes se différencient de ces gens-là. Vous voyez? Là, vous voyez, il est blanc, et là, l'Égyptien lui-même, il se décrit en noir, pour faire la différence. Est-ce que c'est moi qui dessine ça? J'avance. Bon, je vais utiliser encore Nation d'agriculture. Comme je dis, dans nos histoires, je suis toujours nos chercheurs. Essayez d'aller à la page 168. Alors, Cheikh Anta Diop dit à la page 168 de Nation d'agriculture, les Cananéens étaient à l'origine des nègres, déjà civilisés, auxquels sont venus se mêler plus tard des tribus nomades et incultes de race blanche. Il a dit quoi? De quoi? Des tribus nomades et incultes de race blanche. Vous avez entendu? Incultes et nomades, qui sont venus plus tard. Ok? Important. Après, moi, je vous montre des preuves de première main. Vous allez au musée. Vous venez de Tito, je viens de la part de Mobali. Vous allez au musée en Israël. Ok? Et vous demandez à voir comment les Cananéens s'enterraient. Vous les voyez s'enterrer comme des Égyptiens. Ok? Ces gens-là ne priaient pas Yahweh, priaient des divinités kamites. D'accord? Ils n'avaient rien à voir avec Abraham, toutes ces choses-là. Vous voyez comment ils sont enterrés là? D'accord? Je poursuis. Ça, c'est des artefacts qu'on trouve à Canaan, avant que ces gens-là soient envahis. Donc là, c'est les autochtones. Ok? Et vous voyez bien là, regardez. Epta et ce personnage-là, c'est pas la même chose? D'accord? Lorsque vous voyez le soleil ailé, vous ne voyez pas que ce sont des symboles égyptiens? D'accord? C'est la même culture. Ici, vous avez un Cananéen barbu, parce que comme ces gens-là sont entre la frontière, entre la Mésopotamie et l'Égypte, donc ils ont des cultures de la Mésopotamie, donc la barbe là-bas c'est important. Mais vous voyez bien que c'est un noir, et il se mariait avec une égyptienne noire. Donc vous voyez bien que c'est les mêmes peuples comme l'a décrit Cheikh Anta Diop. Ici, je vous montre des documentations de première main. Maintenant, le problème, c'est que nous allons savoir comment ces peuples blancs sont arrivés et à quelle époque. Ok? Didier, est-ce que tu peux lire les travaux de ce monsieur? Je vous ai mis le lien. Internet pour que vous pouvez télécharger le PDF. Parce qu'il y a un PDF. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un PDF et c'est gratuit. Donc ça, c'est pour vous. Après, pour les gens qui veulent avoir la documentation, les trucs, vous me contacterez en privé, je vous donnerai tout ça. Ce processus qui aboutit à la chute des cités-États cananéennes a pour origine la migration vers l'est des populations d'Anatolie occidentale. Attends, quand on dit d'Anatolie, ça veut dire quoi? La Turquie. Ok? Donc ce sont des Turcs. Vers l'est des populations d'Anatolie occidentale et de la mer Égée, les peuples de la mer, parmi lesquels les Philistins. Ces populations atteignirent les côtes de Canaan après avoir détruit une grande partie de l'empire hittite, y compris les royaumes Alalak et Dougarit. Des pasteurs et d'autres populations d'ouest asiatique ayant quitté leur ville partirent pour Canaan au
XIIe siècle et rejoignirent les populations sédentaires, déracinées et les nomades locaux. L'arrivée de ces groupes de migrants de diverses origines, la destruction des villes cananéennes ainsi que le retrait... J'ai pas entendu. Ainsi- La quoi? La destruction, ils ont dit? Oui, la Ok. destruction des villes cananéennes ainsi que le retrait des Égyptiens de Canaan dans la seconde moitié du XIIe siècle précipitèrent la chute de la civilisation du bronze tardif. C'est à peu près à la même époque que les populations pastorales et déracinées commencèrent à s'installer massivement partout en Palestine, y compris dans la région des collines et dans les marges occidentales et orientales qui n'étaient pas habitées à la fin de l'âge du bronze. Bon, vous avez suivi. Ces gens-là n'étaient pas des Africains. La plupart d'entre eux étaient des Turcs. Ok? Vous me suivez ou pas? Ok. Donc, vous avez le nom de ce monsieur, Nadav Naaman. Lui, il est professeur d'histoire juive de la période biblique à l'université de Tel Aviv. Donc, ça, c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est pas nous autres. Je passe. Donc, on a dit que ces gens-là venaient de la Turquie, donc les Hittites, et venaient aussi de la mer Égée. Donc, ici, vous avez les pelages. En gros, on ne sait pas trop si c'est des Grecs ou on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas des Africains. D'accord? Ces gens-là venaient d'ici ou de là. Ok? Voilà. Je passe. Voilà à quoi ressemblent les Philistins. Parce que tout à l'heure, ils ont dit que parmi eux, il y avait des Philistins. Voilà à quoi ils ressemblent les Philistins. D'accord? Ces mêmes Philistins, vous les trouvez en Égypte. D'accord? Et c'est des captifs. Là, vous les voyez parce qu'on a dit tout à l'heure, c'était des peuples de la mer. Les Égyptiens ont passé leur temps à pouvoir faire la guerre à ces personnes qui voulaient rentrer par Canaan et attaquer l'Égypte. Donc ce sont nos pires ennemis. Ok? Ceux qu'on glorifie, vous voulez devenir des Israélites, ce sont nos pires ennemis. J'avance. Ok? Là, c'est les traits de nos ancêtres qui parlent. Vous allez en Égypte, vous les voyez. Quand nos ancêtres décrivent ces personnes-là, voilà comment ils les décrivent. Parce que est-ce que ici vous voyez des nègres? Parce que moi je ne vois pas. Mais quand je vois le nez, quand je vois le regard de ces gens-là, ça me donne une idée. Pas vrai? Hein? Vous voyez pas comment le regard, les yeux, tout ça, la barbe, ça n'a pas changé depuis. C'est pareil. Pas vrai? Ok. Je passe. Vous les voyez, les ennemis de l'Égypte? Ils sont tous alignés là. Ils ne ressemblent pas à des Africains. Il faut qu'on arrête à un moment donné d'être du n'importe quoi. Moi, je n'ai pas besoin de la Bible. Moi, je laisse parler nos ancêtres. Bon. Ici, vous avez un document très important. Ça s'appelle la lettre d'Amarna. Quelqu'un connaît un peu cette lettre-là? Quelqu'un en a déjà parlé? On a entendu parler? Si? Le doyen là, il connaît. Bon, pour les autres. En fait, là, ce que vous avez, c'est que vous avez ces rois, parce qu'on les a conquis. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va les mettre là, on va les poster là pour qu'ils règlent les problèmes avec leurs citoyens. Ok? Et vous avez ces rois en fait qui vont écrire au Nessout, donc le pharaon, pour pouvoir se plaindre. Didier, donne-moi un extrait de cette lettre, s'il te plaît. Ô roi, mon Seigneur, mon soleil et mon Dieu. Ok, attends. Donc là, vous avez un ancêtre des Hébreux qui parle à un Kamite. Écoutez bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Didier? Ô roi, mon Seigneur, mon soleil et mon Dieu. Ah, d'accord, continue. Continue. Dis ceci. Ainsi parle Chouardata, ton serviteur. Il a dit quoi? Son serviteur. Continue. Le serviteur du roi. Et la poussière qui est sous ses pieds, le sol que tu foules. Ouh, continue. Au pied du roi, mon Seigneur, le soleil des cieux, 7 et 7 fois je me suis prosterné sur le ventre et sur le dos. Ouh, donc le gars s'est prosterné 7 fois sur le dos et sur le ventre. Intéressant. Continue. Que le roi, mon Seigneur, sache que le roi des Apirous a levé les armes contre le pays que le Dieu du roi, mon Seigneur, m'a donné, mais je les ai vaincus. Que le roi, mon Seigneur, sache aussi que tous mes frères m'ont abandonné, et que c'est moi, Abdou Eba, qui nous battons contre le chef des Apirous, Zouata, prince d'Ako, et de
Indaruta. Ok. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un rôle qui... Notre place, c'est ça. Notre place, c'est pas ça. Parce qu'il fut un temps, les gens qu'on glorifie se mettaient à genoux et on vient de vous dire qu'ils se sont prosternés. En tout cas, leur chef s'est prosterné 7 fois sur le dos et sur le ventre. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok? C'est pour ça qu'on doit faire l'histoire, qu'on doit reprendre notre place. Je poursuis, vous avez le document. C'est bien que vous ayez ça. Maintenant, nous allons un peu parler des Hyksos, donc ceux-là. Parce que c'est eux, les ancêtres de ce qu'on va appeler plus tard les Hébreux et tout ça là. Ok? Ce sont eux leurs ancêtres. Ce qui va se passer, c'est que ces gens vont conquérir l'Égypte et ils vont s'installer quelque part ici, dans le delta. Mais j'ai oublié le nom exact. Avaris. Exactement, c'est Avaris. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir ce pharaon qui, c'est Yamessou. Ok? Donc on l'appelle aussi Amos. Ok? Donc c'est lui qui va pouvoir chasser ces comment tu les appelles? Ces Hyksos. Donc on va les repousser tout au fond jusqu'en Asie. On va les chasser. Ok? Le problème c'est qu'il va y avoir 2 vagues dans la fuite. Donc il y aura une vague qui va passer pour aller un peu plus haut et l'autre va s'installer à Édom. Ok? Ça c'est une deuxième vague qui va s'installer à Édom. Et c'est à Édom qu'ils vont trouver un dieu qui s'appelle Yahou. C'est le Yahou qui va devenir plus tard le Yahweh. Ce Yahou était assimilé pour les Égyptiens à Seth et pour ces Hyksos qui vont s'appeler plus tard les Chassous, ben, ce dieu-là, c'est le dieu de la guerre. Ok? Vous me suivez ou pas? Ok. Donc c'est Yahou, le dieu de la guerre. Et ça n'a jamais changé puisque c'est toujours le dieu de la guerre. Donc, vous avez comment on appelle ça, des cartouches où les Égyptiens les décrivent, d'accord? Terre des Chassous de Yahou, d'accord? Donc c'est bien marqué. Donc les Égyptiens vous disent, ok, que ces gens-là étaient à Édom. Donc ceux-là, là, vous les voyez? Ça et ça, c'est la même chose. Ils ne disent pas que c'était des Noirs. Ils disent que c'est les mêmes personnes. Et qu'à Édom, ces gens-là ont comme dieu Yahou, dieu de la guerre. Je passe. Vous prenez le papyrus Anastasis 6, d'accord? Vous allez trouver dans ce papyrus-là, les Égyptiens parlent toujours de ces personnes-là et du dieu Chassou à Édom. Donc c'est à Édom que ces gens-là viennent. Ils viennent de là-bas. Donc plus tard, quand ça va se calmer, eh bien, ces gens qui étaient là avec leur dieu Yahou vont repartir sur Canaan. Et ce qu'ils vont faire, c'est que petit à petit, ils vont commencer à associer le dieu El, qui était le dieu des Cananéens, à Yahweh. C'est pour ça que dans la Bible, vous trouvez que El est incorporé, en tout cas à l'époque d'Abraham. Abraham n'a jamais connu ce fameux Dieu Yahweh en tant que Yahweh. Il l'a connu en tant que Elohim ou ce genre de choses. En tout cas, toujours avec la particule El. Et plus tard, donc c'est avec Moïse qu'on va voir le Yahweh. Ok? Là, vous avez un document arabe, et là, vous avez Mahomet, et là, vous avez les Cananéens. Comment les Arabes décrivent les Cananéens? Noirs. Ok? Donc là, c'est même pas moi, ça, c'est le bricolage des autres. Bon, donc là, Jacob, j'ai détruit. Abraham, j'ai détruit. Nous allons parler des 12 tribus, parce que c'est ça aussi le truc. Ok? Didier, est-ce que tu peux me parler des 12 tribus, si tu vas toujours à la page 26? Le point de vue selon lequel l'Israël devant la monarchie aurait été constitué de 12 tribus est par ailleurs une invention. Oh. Vous avez entendu? Cette histoire de 12 tribus est une invention. Ok. Donc, est une invention des auteurs bibliques des époques perses et hellénistiques durant lesquelles cette idée joue un rôle important pour affirmer l'unité religieuse de la Judée, de la Samarie et de la Galilée. Vous me suivez ou pas? C'est une invention qui a été faite, en plus ils ont précisé, à l'époque hellénistique. Quand vous entendez hellénistique, vous répétez après moi, grec. Grec. Ok? C'est ça qu'on doit rentrer dans notre tête. Maintenant, quand on parle de grec, quelle année à peu près? Moins 331. Ok? C'est à partir de cette date qu'on va créer ces histoires de 12 tribus d'Israël.
Donc quand un nègre argumente en disant que nous sommes les vrais Bantous, on est les vrais Bantous, et que nous, on vient de telle tribu, des 12 tribus, c'est du mytho. Ok? On est d'accord là-dessus ou pas? Ok. Donc, les 12 tribus, c'est une invention. Et pourquoi c'est une invention? Parce que Abraham n'a pas existé. Et comme Abraham n'a pas existé, Jacob ne peut pas exister. Donc les 12 tribus, tout ça, ça tombe à l'eau. Le problème, c'est qu'on vient de dire un truc, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a dit l'époque perse et l'époque hellénistique. Ça veut dire l'époque des Grecs. Vous me suivez? Et les Grecs, c'est en moins 300 et quelques. Ok? Donc vous voyez bien que tout ça là, c'est très récent. J'avance. Donc là, c'est l'époque grecque, avec l'arrivée d'Alexandre le Grand. Pourquoi je viens d'exposer toutes ces histoires? Là, vous avez ce qu'on appelle une amphictyonie. Ok? C'est une fédération religieuse et politique de cité. D'accord? Et comme par hasard, la plus célèbre, c'est celle de Delphes. Et le truc, c'est que quand vous allez faire des recherches sur ça, vous allez trouver qu'elle comportait 12 tribus. Ok? En gros, c'est comme ça que les Grecs faisaient. Ils faisaient des compartiments de 12 tribus dans leur organisation. Et quand ils vont conquérir Israël, eh ben, les Israélites vont prendre ça comme façon de s'organiser. Okay? C'est pour ça tout à l'heure on a dit que c'est à l'époque grecque qu'ils ont inventé ça. Okay? De la même façon que vous allez au Congo, on va vous dire district, mananana, et tout ça là, ce sont des trucs qui sont venus avec le colon. Ce ne sont pas des choses que nous avons conçues. C'est la même chose. Donc cette histoire de 12 tribus, c'est venu avec les Grecs. C'est les Grecs qui faisaient ça. Donc je vous ai mis le nom, vous faites vos recherches pour aller plus loin. Maintenant, on va encore utiliser... Moi, je n'ai pas besoin de la Bible. Je vais utiliser des documents de première main. Ici, vous avez les papyrus d'Éléphantine. Vraiment, je vous demande de faire des recherches là-dessus. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une documentation des Juifs, entre parenthèses, je vais dire Juifs, qui étaient à Éléphantine, donc en Égypte, ok? Et ces Juifs-là, pour ceux qui se disent que eux, ce sont les vrais Bantous, ben, bizarrement, c'était des mercenaires qui travaillaient pour le compte des Perses, donc qui travaillaient pour le compte de l'ennemi. Et ces gens-là sont restés à Éléphantine pendant au moins 1000 ans. Donc on a leur documentation, on sait comment ils vivaient. Ok, 1000 ans, c'est beaucoup. Et ils étaient installés à Éléphantine pour empêcher les Nubiens, d'accord, de renverser le gouvernement qui a été installé par les Perses. Vous me suivez ou pas? Donc on a la documentation, on sait ce qu'ils priaient, on sait ce qu'ils faisaient. 1000 ans, c'est énorme. Et comme par hasard, dans cette documentation d'Éléphantine, vous n'avez pas de mention de David, vous n'avez pas la mention d'Abraham, vous n'avez pas la mention de Noé. Ils ne connaissaient pas tout ça. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que ces fameux Hébreux-là ne connaissaient pas tout ce concept de la Bible. Pendant 1000 ans, on a leur documentation, on a leur correspondance, on a tout, et ils n'ont jamais fait mention d'Abraham, de Moïse, de tout ça. Ils ne savaient même pas tout ça. Alors, à Éléphantine, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'installer dans les temples égyptiens, et ils vont commencer à faire du sale. Ça veut dire égorger les moutons et toutes ces choses-là. Ok? Et ça va créer des problèmes avec les prêtres égyptiens parce que l'un des temples dans lesquels ils faisaient ce genre de conneries, eh ben, c'était le temple de Khnum. Ok? Et c'est une divinité avec une tête de bélier, on va dire, ou de bouc, comme vous voulez. Donc les Kamites n'appréciaient pas ce geste-là. Ok? Parce que pour eux, c'était un animal sacré. Donc ça va créer des problèmes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Ils vont contacter les Perses. D'accord? Donc ceux-là, supposés des vrais Bantous, vont contacter les Perses pour se plaindre en disant non mais les nègres ils nous empêchent de faire les sacrifices, vraiment il faut que tu fasses quelque chose pour nous. Ok? Et ils vont demander aux Perses et ils vont demander aussi à Jérusalem. Nous avons les documents. Papyrus d'Éléphantine. Vous tapez sur YouTube, vous tapez je sais pas sur... c'est documenté ça. Vous allez au musée, vous trouvez les documents. Vous avez des livres là-dessus. Et on a leur correspondance. Donc là ce que je dis c'est pas des bêtises. Et donc Jérusalem va être au courant de ça. Jérusalem va valider et va donner un temple à ces messieurs. Alors que normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul temple. Donc une fois de plus, nous sommes en contradiction avec la Bible. Ça veut dire que la Bible dit des bêtises et les faits disent autre chose. Parce que du coup, on se retrouve avec plein de temples. Et dans ce fameux temple que Jérusalem va accorder avec les Perses, eh ben, le pire, c'est que ces gens-là, ils avaient une divinité, c'est-à-dire Yahweh avait une femme. Vous me suivez ou pas? Yahweh avait une femme et sa femme s'appelait Anat. Anat Yahweh. Donc c'était sa go en fait. Parce que Yahweh en fait il a deux go. La première s'appelle Asherah. Ça c'est une déesse à Canaan, il a sa femme. Mais en Égypte il a une autre go.
Donc deuxième bureau qui s'appelle Anat. Et là, on a un problème parce que ces gens sont censés connaître la loi. Et dans la loi, dans Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et ils sont complètement en violation avec ce principe-là. D'accord? Vous me suivez ou pas? Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit non, le monothéisme, vous voyez bien que tout ça c'est des bêtises. Encore un autre papyrus. Vous avez le papyrus Amrest 63. Sur ce papyrus, vous avez la version de ce qui va devenir plus tard le psaume 20. Dans le psaume 20, on fait mention de David, on fait mention de Jacob, on fait mention de Sion. Dans la vraie version, d'accord? Il n'y a pas tout ça. Ces gens n'ont jamais parlé de David, ils n'ont jamais parlé de Jacob, ils n'ont jamais parlé de Sion. Pourquoi ils ne connaissaient pas tout ça? Vous me suivez ou pas? Ils ne connaissaient pas tout ça. Ils ne connaissaient pas ces personnages. Ok? Je passe. Donc, on a un problème. Est-ce que vérité ou mensonge? Parce que moi, c'est ça le problème. Parce qu'il y a les faits et il y a les faits et vous avez les récits, ça ne colle pas. Donc pour moi, on est dans un mensonge. Ok? C'est un mensonge. Jacob, je suis désolé pour toi. Dégage. Bon, passons à Moïse. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est détruire toute la famille. Quand j'aurai fini avec toute la famille, après on va revenir à nos histoires d'Israël. Parce qu'après, du coup, ils ne peuvent plus argumenter. Parce qu'ils n'auront plus de famille après moi. D'accord? Là, je tue tout le monde. Moïse. Alors, Moïse est censé être celui qui va donner la loi. Donc, s'il n'y a pas de Moïse, techniquement, il n'y a pas de Torah. On est d'accord ou pas? Alors, lui, en fait, il est censé libérer le peuple des Juifs et tout ça, tout ça. Bon, c'est du mytho. Je ne vais pas passer ma conférence là-dessus, mais c'est du mytho. Que dit l'archéologie? Aucune trace archéologique ne permet d'affirmer que les Hébreux auraient massivement quitté l'Égypte en traversant le Sinaï. Donc, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'exode. Il n'y a jamais eu d'exode. J'avance. Concernant l'esclavage, il y a un article qui est sur Wikipédia. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le livre. Pourquoi je mets Wikipédia? Parce que ça, là, pour moi, ça, c'est du domaine public maintenant. Ça veut dire que ce ne sont plus des choses... Il n'y a pas besoin d'avoir des livres. Parce que quoi? Nous avons les fiches de paye des gens qui ont construit les pyramides. Nous savons comment ils sont enterrés. Nous savons tout ça là aujourd'hui. Ok? Ça, c'est vraiment le bas niveau. Donc là, je mets Wikipédia. Donc allez vous-même vérifier. Ok? Mais quoi qu'il en soit, c'est marqué que l'esclavage tel qu'il se pratiqua dans la Grèce antique n'a pas existé en Égypte avant la période ptolémaïque. Donc avant l'arrivée des Grecs, il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage en Égypte. Ça, ce sont les cultures des autres qui ont installé ça en Afrique. Mais les Africains n'avaient pas ce genre de servitude. Il n'y avait pas ça. Ok? Je passe. Donc l'époque ptolémaïque, vous voyez toujours, c'est en moins 332. Je passe. Bon, ici, là. D'après les recherches de Donald B. Redford, qui est responsable des fouilles de Mendes dans le Delta, la population de l'époque était de 2 800 000 de l'Égypte. Le problème, c'est que l'Égypte, la Bible dit que 2 millions de personnes auraient quitté l'Égypte. Donc en gros, sur les 2 millions 800, vous enlevez 2 millions, il reste quoi? 800 000 personnes. Sur les 800 000 personnes, vous enlevez les premiers-nés que Yahweh a tués. Donnez-moi un chiffre. Comme au hasard. Donnez-moi un chiffre. Vous enlevez, là, sur les 800 000, vous enlevez tous les premiers-nés. Donnez-moi un chiffre au hasard. Quelqu'un peut me donner un chiffre? 100 000. Allez, 100 000. Sur les 100 000, vous tuez tous les dommages collatéraux par rapport aux... Comment on appelle ça? Les diplets. Hein? Donnez-moi encore un autre chiffre. Au hasard. 200. 200 200 000. 200 000? Ok, 200 000. Sur les 200 000, vous éliminez toute l'armée du pharaon noyée, vous savez, non? Parce qu'ils vont les poursuivre, ils vont tous... Vous enlevez tout ça, là. Il vous reste combien de personnes? Allez, je débarre, allez, amusons-nous. Allez, 50 000, qui dit mieux? Qui dit mieux? 50 000? Une fois? 100 000 personnes. Donc, voilà. Donc, ça tient... Franchement, vous pensez que 100 000 personnes seraient restées en Égypte et voilà quoi. Et il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Les Égyptiens ne font pas mention, il n'y a pas de crise. C'est normal. Ça ne tient pas la route. Ok? Il n'y a pas besoin de... C'est des bêtises.
Après, on va nous dire que Moïse aurait quitté l'Égypte à pied, tout ça là. Il aurait fait ça en combien de temps? 40 ans. En 40 ans. Bon, moi, pour m'amuser, j'ai pris ce monsieur qui s'appelle Jean Béliveau et lui, il a fait le tour du monde. Il n'est pas parti de l'Égypte à Canaan, il a fait le tour du monde à pied. En quoi? En 11 ans et 2 mois. Il a fait le tour du monde à pied. Et on veut nous faire croire que Moïse, il a fait de l'Égypte à Canaan en 40 ans. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Vous voyez pas qu'on se fout de notre gueule? Pendant 40 ans, vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Hein? Le mâché. Hein? Donc matin c'est ça, soir c'est ça, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de gastro, donc vous mangez ça toute l'année quoi. Bon, des bêtises. On va faire une pause et après, ça va être chaud. On fait une pause technique. Donc si c'est du pipi, c'est du machin, c'est maintenant. Alors, pendant la pause, juste un instant, je fais une petite annonce. On va en profiter entre la pause, enfin les différentes pauses qu'on va faire. Pour tous ceux qui veulent des sources avec les références, les livres, laissez vos coordonnées à Paloma. Paloma, est-ce que tu peux te montrer que tout le monde te voit? Elle est juste là-bas à la caisse. Donc, vous laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Si vous souhaitez avoir des sources, toutes les sources sur lesquelles on est passé, vous voulez vérifier, avoir des livres, les références, les pages, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Merci. Okay. Bon, on fait une petite pause, mais pas longtemps, parce que je travaille.